m'employer à tenter de vous décrire ce soir des structures de supervision financière ou de régulation financière à l'échelle internationale, à l'échelle européenne et à l'échelle belge. Je ne pourrais pas m'empêcher, c'est mon tempérament, quelques incursions latérales sur des sujets un peu décentrés, à propos desquels je crois qu'il y a des leçons à tirer de certaines institutions, de certaines prises de position qui sont prises en droit financier, mais rassurez-vous, pour l'essentiel, cette fois-ci, je serai calme et nous allons nous en tenir à l'essentiel de la réglementation et des textes que je vais vous commenter. Et nous allons commencer par un premier slide qui plante en quelque sorte le décor. Ce n'est pas un jardin à la le nôtre, un jardin à la française, c'est un jardin sinueux qui est composé de différents éléments. Vous avez dans le cadre qui est le cadre extérieur l'architecture financière internationale, ce qu'on appelle l'architecture financière internationale qui émane d'un certain nombre d'organismes plus ou moins officiels, plus ou moins institutionnels, parfois résultant de générations spontanées, mais qui sont aussi, dans d'autres cas, des organismes représentés par des États ou composés de représentants d'États, des États eux-mêmes. Nous avons le G20, bien entendu, que tout le monde connaît. Je ne vais pas épiloguer sur sa consistance et son origine. Nous savons que c'est là que l'impulsion est donnée de la manière la plus politique concernant une coordination et une uniformisation, tout le moins une harmonisation possible de la pensée financière internationale telle qu'elle doit se traduire ensuite dans des textes au niveau régional et au niveau des États. Nous avons bien entendu le Fonds monétaire international qui a essayé de retrouver un sens à son existence après le démantèlement du système de Bretton Woods et qui, au terme d'une interprétation extensive de l'article 4 de ses statuts, s'est estimé en position d'exercer une certaine activité dans le domaine de la surveillance de la supervision financière, dans le prolongement de sa surveillance du fonctionnement du système monétaire international. Nous avons le Financial Stability Board, qui est l'appellation actuelle de l'ancien Financial Stability Forum, qui, quant à lui, est issu des sommets de Washington de 2008 et d'avril 2009. Une charte statutaire lui a été accordée à l'occasion d'un sommet à Pittsburgh du G20 en septembre 2009, et il regroupe 24 États, plus des organisations internationales, notamment la Banque des règlements internationaux, notamment le Fonds monétaire international, notamment la BCE, et d'autres entités productrices de ce que nous appelons des standards financiers internationaux, notamment le comité de Bâle ou IOSCO, dont nous reparlerons également tout à l'heure. Nous avons également le comité de Bâle qui est en quelque sorte l'ancêtre de ce type d'organismes plus ou moins informels ou plus ou moins formels qui composent cette architecture financière internationale. Le comité de Bâle créé à l'initiative de la Bank of England dans la suite de la faillite de la banque Erste dans les années 70, en 1974 plus exactement, et qui va regrouper quant à lui des États qui sont représentés par leurs autorités de supervision et les banques centrales. Et c'est évidemment au comité de Bâle qu'un certain nombre de standards financiers internationaux, parmi les plus concrets et les plus influents en droit européen en particulier et dans les États de l'Union, sont produits. Nous avons l'Association internationale des contrôleurs en matière d'assurance. Je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, mais c'est quand même important, qui produit des standards dans le domaine du contrôle du secteur des assurances et des standards qui trouvent leur source dans un MOU, un Multilateral Memorandum of Understanding, qui regroupe un certain nombre de principes généraux dans le domaine du contrôle des assurances. Nous avons IOSCO, c'est-à-dire l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières, qui rassemble des autorités de supervision financière dans ce domaine à travers le monde, très nombreuses, et qui, elle aussi, va produire un certain nombre de principes ou de standards financiers internationaux dans une optique de promotion de la protection des investisseurs en tant que consommateurs. Nous verrons tout à l'heure que ce n'est peut-être pas la bonne logique. Madame Schaken-Willemars, qui est dans la salle, a produit il y a quelques années une thèse remarquable où elle a démontré qu'on pouvait protéger les investisseurs sans sombrer dans le consumérisme.
Nous avons le GAFI, le groupe d'action financière, qui regroupe également un certain nombre d'États ou de représentants d'États et qui promeut la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et puis nous avons le Global Forum on Transparency and Exchange of Information, qui a été créé en 2000 au sein de l'OCDE et qui vise à la promotion de la circulation d'informations en matière fiscale. Ceci est un organigramme plus ou moins complet, donc plutôt incomplet, de ce que est faite l'architecture financière internationale au niveau des organismes qui le composent. Et cet ensemble d'organismes, chacun pour sa part, dans son domaine d'action, va produire des recommandations ou des standards, des principes financiers qui vont avoir une destinée qui va dépendre de la manière dont ils vont être reçus dans les régions du monde et dans les États. Et je vous en donne quelques illustrations, quelques exemples. On ne peut évidemment pas ici faire un exposé exhaustif de cet ensemble de standards financiers internationaux, parce que ce serait tout à fait impossible. Il faudrait une bibliothèque pour les rassembler tous. Ils sont d'ailleurs évolutifs, et donc au moment où je vous parle, il y en a peut-être qui sont déjà en train de changer. Mais pour vous donner des exemples parmi les plus significatifs, les fameux IFRS, les standards de reporting financier qui ont été établis par l'International Accounting Standard Boards, ici l'avant-dernier à la droite du tableau, sont des standards comptables établis par ce board, qui sont aujourd'hui traduits dans les différents droits des États de l'Union à travers une reconnaissance ou après une reconnaissance par les autorités européennes. Les règles de Bâle, bien entendu, je les ai citées, Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, qui sont ensuite transposées dans des directives ou des règlements et qui pénètrent dans le droit positif des États. Les recommandations en matière de corporate governance, pour revenir au sujet de lundi soir, qui sont produites par l'OCDE. Enfin, une série de principes ou de règles que je pourrais illustrer plus complètement, mais ça nous mènerait trop loin et l'heure tourne, et donc je dois évidemment progresser dans cet exposé. La question qui va se poser à propos de ces standards financiers internationaux, c'est évidemment quelle sera leur destinée une fois qu'ils sont produits par les organisations dont je viens de vous parler. Et là, on va retrouver, sauf dans l'hypothèse où ces standards sont absorbés par le droit positif classique, c'est-à-dire au niveau européen et au niveau des États, une controverse traditionnelle ou devenue traditionnelle et classique concernant qu'est-ce que c'est que ce soft law. Est-ce que c'est du droit? Est-ce que c'est pas du droit? Est-ce que c'est du droit à la marge du droit, du paradroit, du demi-droit? Peu importe. Ma conception des choses, si tant est qu'elle puisse intéresser, c'est que c'est du droit et qu'il est temps de passer au stade suivant de la juridicité. Ces standards existent, ils ont une influence, ils peuvent susciter des sanctions dans le cadre de peer review ou la sanction du marché. Et donc, il faut avoir le courage, nous devons avoir le courage, nous juristes, de franchir le cap et de reconnaître qu'il y a une normativité au-delà du droit positif classique tel qu'il est produit par les sources formelles que nous connaissons. Ce n'est pas le lieu de m'étendre ici sur ce type de controverse, mais voilà comment ces standards peuvent connaître une destinée juridique, soit par l'absorption, soit en tant que soft law. Il y a d'autres méthodes qui leur permettent d'avoir une existence juridique en dehors des deux hypothèses que je viens de citer. Par exemple, le Fonds monétaire international peut subordonner l'aide qu'il va accorder à certains États à ce que ceux-ci s'engagent à respecter certains standards financiers internationaux. Il y a alors une forme de contractualisation, en quelque sorte, des standards financiers internationaux. Dans d'autres cas, une autre organisation internationale, le GATT par exemple, peut également apprécier la validité d'une pratique commerciale internationale à la lumière de standards financiers internationaux qui sont susceptibles de s'y appliquer. Voilà donc une multitude de méthodes qui permettent à ces standards financiers internationaux d'avoir une existence au-delà de leur simple production par les organismes dont je viens de vous parler. Voilà pour ce qui concerne la partie extérieure du tableau en quelque sorte. Et puis si nous pénétrons dans le droit européen, bien, vous avez une série d'institutions pour fixer le cadre. Vous avez
Bien entendu, la Banque centrale européenne, mais j'aurais dû dire avant le Parlement européen, le Conseil et la Commission, institutions politiques qui sont aussi productrices de normes en matière financière, la Banque centrale européenne, avec le système européen des banques centrales que nous connaissons, un certain nombre d'autorités européennes dans le détail desquelles je vais venir tout à l'heure, de supervision et de régulation. Et toutes ces autorités vont aussi non seulement superviser, mais réguler dans un cadre juridique à composantes multiples. Si je prends le domaine bancaire en particulier, qui est fort d'actualité pour l'instant, nous connaissons les trois piliers. Le pilier de la supervision, où on va tenter de mettre en œuvre un MSU, un mécanisme de supervision unique, dont je vous parlerai tout à l'heure. Le pilier résolution des défaillances bancaires, je vous en ai parlé lundi soir, qui concerne des mécanismes de résolution qui visent à éviter la faillite des banques, de résoudre leurs difficultés autrement. Et nous avons évidemment le troisième pilier qui concerne des mécanismes de garantie des dépôts, ces deux piliers venant de faire l'objet de textes adoptés par le Parlement européen il y a quelques jours, qui seront sans doute publiés, d'après ce que je me suis laissé dire, dans le courant du mois de juin, compte tenu de leur volume et de la tâche de traduction que tout cela comporte. Ça, c'est du droit, ce sera du droit. Et puis, de l'autre côté, vous avez la politique monétaire, évidemment, de l'euro, qui est conduite par la Banque centrale européenne. Et vous avez également ce mécanisme européen de stabilité qui fait l'objet d'un traité entre certains pays de l'Union européenne qui vise à créer un fonds de solidarité dans le cadre de la crise de la dette souveraine que nous connaissons. Et nous avons le droit financier européen, qui serait évidemment impossible de décrire de manière complète en 2 heures, fait de règlements, de directives, de recommandations, de décisions de la Commission, de recommandations, de décisions produites par les autorités de supervision et de régulation dont nous allons parler tout à l'heure, soit directement applicables, soit à transposer dans les États membres. Et puis à l'intérieur de cela, il y a le droit des États. C'est un peu pour ceux qui s'intéressent... Enfin non, je ne vais pas faire de comparaison artistique, c'est hors sujet. Mais c'est un bel Albers en définitive, ces 3 carrés qui s'entrecroisent. Vous avez au milieu le droit financier belge. Alors je m'excuse, c'est élémentaire pour les spécialistes, mais il faut repartir de là pour comprendre ensuite la complexité dans laquelle nous allons pénétrer. Le droit bancaire, droit des assurances, droit financier au sens étroit, c'est-à-dire le droit des marchés financiers et le droit des offres publiques, avec 2 autorités. Nous verrons tout à l'heure en détail comment elles se répartissent leur champ d'action, la Banque nationale de Belgique et la FSMA. Et tout cela s'inscrit dans le cadre d'un phénomène de décloisonnement et de déspécialisation qui a été beaucoup décrit depuis la fin des années 90, le phénomène de la banque assure-finance qui se traduit par un décloisonnement entre les différentes branches du droit financier belge au sens large. Ceci pour une présentation véritablement tout à fait générale. Il s'agit à ce stade pour moi de simplement fixer le cadre. Alors quels sont, si on essaie de donner un peu d'animation au décor qui vient d'être planté, les différents acteurs que nous allons rencontrer, en droit belge bien entendu, mais plus généralement toutes les fois qu'il s'agit de réglementation financière. Il y a d'abord les entreprises, et je me plais à le rappeler en présence de M. Philippe Lambrecht. On les oublie souvent quand on décrit le droit financier, on parle des investisseurs, on parle des émetteurs, on parle des banques, des entreprises d'investissement, des entreprises de marché, mais tout cela n'a de sens, en définitive, économiquement en tout cas, nous le savons que s'il y a des entreprises dont l'activité doit être financée par ces différents mécanismes financiers. Donc les entreprises qui ne font pas l'objet d'une réglementation particulière, elles font l'objet d'un corps de règles extrêmement vaste qui fait l'objet du droit économique et du droit commercial général. Il y a les banques, bien sûr, les établissements de crédit, avec cette loi adoptée le 3 avril par la Chambre qui n'a pas fait l'objet d'une évocation dont je croyais qu'elle serait publiée aujourd'hui, mais à ma connaissance, elle ne l'a pas été. Donc j'ai reçu des informations un peu trop optimistes par rapport
l'agenda du moniteur. Donc aujourd'hui, c'est toujours de la loi du 22 mars 1993 qu'il faut parler s'agissant du statut des établissements de crédit, mais ce sera bientôt dépassé. Il y a les compagnies d'assurance, loi du 9 juillet 1975, qui sera aussi fondamentalement modifiée, notamment en ce qui concerne les structures de gouvernance des compagnies d'assurance par cette loi de 2014, les entreprises d'investissement, loi de 1995 et loi de 2002, qui sera aussi modifiée par la loi de 2014. Il y a les entreprises de marché qui font fonctionner les marchés financiers au sens étroit, c'est-à-dire les marchés réglementés plus particulièrement, Euronext en Belgique avec la loi du 2 août 2002 et les règlements Euronext ensuite. Les entreprises de marché qui font fonctionner des marchés non réglementés mais qui sont quand même organisés, hein, MTS en particulier en droit belge, ou Euronext qui fait fonctionner des marchés alternatifs tels que le marché libre ou Alternext. Il y a bien sûr les émetteurs qui vont aussi être soumis à des réglementations de droit financier spécifiques. J'en ai donné 2 exemples ou 3 exemples dans le slide. L'arrêté royal du 14 novembre 2007 dont j'ai parlé la fois passée concernant l'information périodique et l'information occasionnelle, la loi du 2 août 2002 s'agissant de l'information occasionnelle en particulier, et tout le droit des sociétés, oserais-je dire le droit financier des sociétés. Il y a les investisseurs sur les marchés financiers qui, au sens large du terme, qui vont aussi être astreints à un certain nombre de contraintes propres au droit financier, notamment tout ce qui concerne le domaine des abus de marché dans la loi du 2 août 2002. Nous avons ensuite les marchés. Les marchés, là on va distinguer essentiellement, pour essayer d'ordonner la conversation, le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire des offres publiques, des introductions en bourse, et le marché secondaire, c'est-à-dire le marché boursier, les OPA et les cessions privées de titres. Et puis j'ai mis au sommet, à la droite du tableau, de manière un peu moins voyante, quoique j'ai eu tort d'ailleurs, je ne l'ai fait comme cela, que pour les fonds d'investissement alternatifs, mais pour ce qui concerne les OPC, les organismes de placement collectif, nous avons un régime juridique déjà très complet, très sophistiqué, avec un arrêté royal du 12 novembre 2012 et une loi du 3 août 2012 qui ont remplacé la réglementation antérieure sur laquelle je devais évidemment parvenir. Et nous avons cette loi adoptée le 21 mars 2014 concernant les fonds d'investissement alternatifs, qui est prête, mais dont on attend aussi la publication. Voilà pour ce qui concerne les principaux acteurs dont nous avons parlé pour tenter d'animer le décor. Et puis nous avons, tout cela reste évidemment assez simple, mais c'est pour que vous compreniez bien de quoi nous allons ensuite parler de manière un peu plus complexe. Nous avons la supervision financière en Belgique, et nous avons là en réalité 4 organismes. La Banque nationale de Belgique, dont nous allons voir qu'elle a pris le pas, en quelque sorte, et qu'elle a conquis une position prioritaire ou prépondérante dans la supervision financière en Belgique à partir de l'arrêté royal du 3 mars 2011. La fameuse FSMA, ex-Commission bancaire financière et des assurances, dont il faut bien constater que les pouvoirs ont quand même été restreints à l'occasion de cette réforme de 2011. La CETIF. Et j'ai mis les agences de notation, c'est un peu sacrilège, si j'ose dire, dans une conception tout à fait classique de la supervision financière, les agences de notation privées en particulier, qui exercent quand même une influence prépondérante également sur l'évolution de la valeur des titres sur les marchés, tellement prépondérante qu'on les a accusées d'être à l'origine de la crise de la dette souveraine, et tellement prépondérante aussi, ou tellement importante en tout cas, pour ne pas exagérer, qu'elles sont rattrapées par le droit positif, puisqu'il y a un règlement européen du 16 septembre 2009 qui, prévoit un certain nombre de normes de type prudentiel qui vont s'imposer aux agences de notation. Voilà pour ce qui concerne le contexte général dans lequel je vais aujourd'hui m'exprimer. Une première observation générale, s'agissant du droit financier et du droit de la supervision financière ou de la régulation financière plus particulièrement, c'est son caractère accidentel. C'est un droit d'origine essentiellement empirique. On peut ensuite construire des théories pour tenter de donner aux choses de la cohérence. C'est pour ça que nous sommes là, dans une université. Mais les origines du droit financier et les origines de la supervision financière en particulier sont essentiellement accidentelles. Ça veut dire que les institutions qui produisent de la supervision financière sont créées à l'occasion de crises.
Et je les ai cités là, j'en cite quelques exemples, dans le désordre. C'est la faillite de la banque Erstatt en Allemagne en 1974, je le disais tout à l'heure, qui a donné naissance à la création du comité de Bâle à l'initiative de la Bank of England dans le cadre de la Banque des règlements internationaux. C'est la crise mexicaine et la crise asiatique qui a donné naissance au Financial Stability Forum en 1999, dont je parlais tout à l'heure. C'est évidemment en 2010 la fameuse crise que nous avons tous en tête qui a donné lieu à ce fameux Dodd-Frank Act qui n'est toujours pas mis en application dans sa globalité tellement il est complexe et volumineux. Je n'ai pas besoin de rappeler que c'est évidemment la crise de 29 qui a donné lieu au Glass-Steagall Banking Act de 1933 et au Securities Act de 1933 qui a donné lieu à son tour à la création de la Securities and Exchange Commission et qui a donné le coup d'envoi au droit financier occidental, puisque c'est sur ce modèle qu'en Europe, on a aussi refondu le droit financier, en tout cas refondu, le mot est fort, qu'on a créé le droit financier qui n'existait pas encore à l'époque, sauf à l'état d'ébauche, en Belgique en particulier, avec l'arrêté royal 185 de 1935, je ne m'étends pas là-dessus. Évidemment, les réformes de 2010 et de 2011, s'agissant de la supervision financière, de l'éclatement de cette supervision entre la Banque nationale et la FSMA, trouvent son origine de la crise de 2008. Je vais entrer dans le détail dans un instant. Et dans un autre secteur, celui des marchés financiers et des valeurs mobilières, c'est la fameuse tentative de prise de contrôle de la Société Générale de Belgique par le groupe de Benedetti qui a enclenché un mouvement de réforme en ce qui concerne le droit financier des valeurs mobilières, le droit des OPA en particulier. Nous sommes en 1988 et on va parler des lois de Benedetti en 1989. J'en ai cité quelques aspects au cours de ma première leçon et je ne vais donc plus m'étendre là-dessus aujourd'hui. Caractère accidentel donc de l'origine du droit financier et de la supervision financière et de la régulation financière en particulier. Je voudrais ensuite attirer votre attention sur un certain nombre de notions fondamentales, par opposition à ce caractère empirique en quelque sorte. Il y a quand même, lorsqu'on observe la réglementation financière et la régulation financière avec un peu de recul, un certain nombre de concepts qui vont ensuite servir de base à l'organisation de cette régulation et de cette réglementation. Et je vais avec vous les passer en revue. De quoi parle-t-on quand on parle de supervision financière? Il y a plusieurs acceptions possibles. On parle de contrôle prudentiel. À l'intérieur du contrôle prudentiel, on va distinguer le contrôle microprudentiel et le contrôle macroprudentiel. Et puis du contrôle macroprudentiel, on va partir voyager dans la notion de risque systémique et on va toucher à la politique monétaire. Par opposition, si on regarde ailleurs, c'est-à-dire en dehors du contrôle prudentiel, au contrôle des marchés et des pratiques contractuelles, le contrôle des OPA, le contrôle des offres publiques, le contrôle de l'intégrité des marchés financiers ou des pratiques contractuelles dans le cadre des relations qui se nouent entre les entreprises d'investissement et les investisseurs. Donc une distinction fondamentale entre contrôle prudentiel et les contrôles d'une autre nature, contrôle des marchés et contrôle des pratiques contractuelles. Contrôle microprudentiel, c'est-à-dire le contrôle qui s'exerce sur chaque entité envisagée individuellement ou groupe d'entités dans le cadre d'un contrôle consolidé qui va concerner sa solvabilité, l'adéquation de ses structures de gouvernance à un certain nombre de contraintes réglementaires, sa liquidité éventuellement et la fiabilité de ses dirigeants. Un certain nombre de règles dites prudentielles qui visent à assurer la solidité de l'entité ou du groupe d'entités considérées. Par opposition à un contrôle macroprudentiel, qui est un concept moins défini, qui résulte de l'observation de la pratique et dont il a paru très longtemps difficile d'identifier où il se situait véritablement. Le contrôle macroprudentiel, c'est un contrôle qui concerne le système financier dans son ensemble, dans un périmètre déterminé, et qui vise à assurer la stabilité de ce système financier, notamment en prévenant la survenance de risques systémiques, c'est-à-dire de risques qui mettent le système en danger, notamment les risques de contagion dans le cadre d'une crise bancaire. J'ai dit à mes étudiants très souvent qu'il y a 5 ans, quand j'enseignais le droit financier et que je parlais de risques systémiques,
on cherchait des exemples concrets, nous en avons maintenant un qui est tout à fait parlant. La crise de 2008 est effectivement une crise systémique avec l'effet de contagion que l'on a connu dans l'ensemble du système financier. On a d'autres acceptions, on rencontre d'autres acceptions du risque systémique plus traditionnelles. On considère généralement que les systèmes de liquidation et de compensation en ce qui concerne les transactions sur valeurs mobilières et les systèmes de paiement interbancaires font partie d'un système et par conséquent les risques que ce système peut présenter sont aussi considérés comme des risques systémiques puisqu'ils mettent effectivement tout le système globalement en danger. Et traditionnellement, c'est la Banque nationale de Belgique d'ailleurs qui, sans mandat particulier, au titre de l'article 8 de sa loi organique qui la rend responsable de la stabilité financière, était considérée comme en charge de ces risques, de la prévention de ces risques systémiques. S'agissant des systèmes de compensation de liquidation et des systèmes de paiement interbancaires, il y avait d'ailleurs, avant la réforme de 2011, un certain double emploi, parce que par ailleurs, dans la loi de 2002, ont confié à l'ex-commission bancaire financière et des assurances le contrôle prudentiel des organismes en charge de la liquidation, de la compensation et des paiements interbancaires. Le risque systémique est donc une notion à contenu variable, si j'ose ainsi m'exprimer par référence à ce que je disais lundi, qui s'impose néanmoins dans la pratique compte tenu de son importance, et c'est lui d'ailleurs qui a déterminé un certain nombre de réformes fondamentales au niveau des structures de la supervision financière en Europe et dans les pays de l'Union européenne. Contrôle microprudentiel, contrôle macroprudentiel, référence à la notion de risque systémique et frottement avec la notion de politique monétaire. Risque systémique, politique monétaire sont deux notions voisines. La politique monétaire est une politique qui est conduite par la banque centrale d'un pays, en l'occurrence la banque centrale européenne, donc de l'Union européenne, relayée par les banques centrales des États de l'Union dans le cadre de ce qu'on appelle un système européen des banques centrales. Et je ne vais pas vous faire un cours sur la politique monétaire, mais enfin, il y a des instruments classiques de politique monétaire qui vont déterminer en particulier la liquidité du système, qui peut conduire à des situations de surliquidité. La crise financière de 2008 a été imputée notamment à un excès de liquidité sur les marchés financiers. Donc la politique monétaire a toute son importance en rapport avec le contrôle macroprudentiel, et on connaît les instruments classiques de la politique monétaire, la fixation des taux d'intérêt directeurs dans le cadre du refinancement par les banques de leurs activités, les opérations d'open market qui consistent pour une banque centrale à se porter vendresse ou acquéreuse de titres de la dette publique et donc d'injecter ou de retirer du marché des liquidités monétaires de manière à, comment dirais-je, gérer la masse monétaire en circulation, ce qui peut avoir des effets sur l'inflation en termes économiques. Tout ce que je dis est assez élémentaire. L'émission de la monnaie fiduciaire, bien entendu, qui va avoir un impact direct sur la liquidité du marché, et également le rôle de prêteur en dernier ressort, qui est même considéré comme l'activité typique d'une banque centrale au sens propre du terme, l'activité de prêteur en dernier ressort, impliquant que la banque centrale va prêter au système bancaire lorsque le système de prêt interbancaire ne fonctionne plus, ce qui est de nature à mettre en péril la liquidité et la solvabilité des banques par rapport à leurs propres créanciers. Et on sait que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2008, ce qui a justifié l'intervention notamment de la Banque nationale de Belgique dans le cadre de comment dirais-je, la fourniture de liquidités à notre système bancaire. Contrôle prudentiel de différents types, politique monétaire et puis contrôle, je le disais, des marchés, de l'intégrité des marchés, des pratiques contractuelles et des offres publiques. Je ne vais plus m'étendre davantage sur cette distinction au titre des notions fondamentales. Mais au titre des notions fondamentales, il y en a deux autres qui méritent également de retenir l'attention avant d'entrer dans le détail du système de supervision financière. Il y a en quelque sorte des grandes questions que les régulateurs, que le législateur va devoir résoudre, à propos desquelles il va devoir choisir son camp, en quelque sorte. La première de ces questions concerne les activités que les établissements de crédit ou que les banques peuvent conduire. Nous savons quel est l'essence d'une banque de dépôt, une banque
de circulation d'un établissement de crédit. C'est globalement de recevoir des dépôts et de faire du crédit aux entreprises et aux particuliers. Mais on sait aussi que les banques de dépôt peuvent utiliser leur liquidité à d'autres fins dans le cadre d'investissements sur les marchés financiers, dans le cadre de l'acquisition de participations durables ou à court terme dans le cadre d'opérations de trading. C'est une question tout à fait classique, je m'excuse pour les spécialistes, mais qui a retrouvé du sens et son actualité dans le cadre de la crise financière de 2008, puisque l'une des questions qu'on s'est posées est de savoir si les activités de trading des banques de dépôt n'ont pas été elles aussi à l'origine de la crise financière et à l'origine de la crise du système bancaire. Banque mixte ou banque universelle, c'est la première grande option au titre des notions fondamentales sous l'angle desquelles le droit financier va s'organiser. Historiquement, on envisage la question sous l'angle de deux risques. Un risque de contagion. Que se passe-t-il si les marchés financiers connaissent une dépréciation qui peut conduire les banques à accuser des pertes sur leurs participations dans lesquelles elles ont investi l'argent des déposants? Est-ce qu'elles ne vont pas être en difficulté pour le remboursement des dépôts? Ce risque de contagion est un risque assez élémentaire et je m'en excuse. Il y a le risque de conflit d'intérêts aussi, dans la mesure où une banque qui prend des participations dans une entreprise, des participations à risque dans une entreprise, va se trouver à un moment donné dans une double qualité d'actionnaire et de banquier, et par conséquent va avoir par exemple des difficultés à couper les crédits alors que l'entreprise est en difficulté, puisque par ailleurs elle est actionnaire de l'entreprise en question. Ce sont ces deux risques qui, historiquement, à la sortie de la crise de 1929, ont déterminé une première intervention des législateurs dans le cadre de l'arrêté royal numéro 185 du 9 juillet 1935, le fameux article 14 de cet arrêté qui avait énoncé un principe pur et dur de scission de la banque mixte. Et puis l'histoire a évolué et dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a assisté, parallèlement au mouvement de déspécialisation dont je parlais tout à l'heure en évoquant le phénomène de la banque à surfinance, à un certain relâchement aussi du principe de la scission de la banque mixte, un certain relâchement qui a connu un certain nombre d'étapes. On a d'abord admis des participations, des prises de participation plus ou moins durables, 1 an renouvelable sous le contrôle de la commission bancaire. Et puis, au fil du temps, la scission de la banque mixte a pratiquement disparu, et elle a pratiquement disparu en particulier avec la loi du 22 mars 1993 organique des établissements de crédit dont je parlais tout à l'heure, puisqu'on a libéralisé le système en fixant simplement des maxima, pas de possibilité de détention de participation à risque au-delà de 30% des fonds propres, sans que par ailleurs on ne puisse prendre une participation dans un groupe ou une entité individuellement qui représente plus de 10% des fonds propres de la banque. Et donc ce système, sous réserve de ces maxima, entraînait une véritable libéralisation de cette règle. La banque mixte était redevenue la banque de pratique usuelle dans notre pays et en Europe, sous l'influence d'ailleurs du droit allemand. Alors la question s'est posée à partir de 2008, est-ce que tout cela n'est pas à l'origine, c'est pas un des facteurs qui serait à l'origine de la crise? Et la controverse s'est considérablement raffinée. L'idée, en effet, dans le prolongement de la crise de 2008, s'agissant des différentes réflexions qui ont été conduites dans différents endroits, dans différents lieux, parmi ceux que je citais en introduction de ce cours, c'est que ce n'est pas nécessairement le fait qu'une banque prend des participations dans une entreprise au titre d'investissement dans le capital à risque qui doit être proscrit ou réglementé. Ce qui doit être proscrit ou réglementé, ce sont les activités de trading, c'est-à-dire les activités d'investissement à court terme qui placent la banque à risque sur les marchés financiers, ce qu'on a appelé le proprietary trading, le trading pour compte propre. Dans ce cas-là, la banque se comporte effectivement comme un investisseur à court terme sur les marchés financiers et prend un risque d'une nature spécifique, différent du risque que l'on prend dans le cadre d'un investissement durable. Et il y a plusieurs rapports qui ont été établis sur ce thème. Le rapport Vickers aux États-Unis
le rapport Liikanen à l'échelle européenne, des réflexions également au niveau de la Grande-Bretagne. Et finalement, on arrive à un certain consensus, disant qu'il faut non pas interdire le trading pour compte propre, mais le réglementer. Et le réglementer comment? Eh bien, le réglementer d'une façon à laquelle va faire écho la loi de 2014, la loi bancaire de 2014, puisque dans la loi bancaire de 2014, nous allons trouver un certain nombre de dispositions inspirées par la réflexion dont je viens de parler, qui vont comporter l'expression d'un principe. Le trading pour compte propre est interdit. C'est ce qui fait l'objet de l'article 119 de la nouvelle loi bancaire. Mais après l'expression de ce principe, on va y apporter un certain nombre d'exceptions qui font qu'en définitive, le principe est plutôt l'exception et l'exception la règle. C'est une manière de légiférer que l'on rencontre fréquemment à l'échelle européenne et qui a donc été transposée en droit belge. Et il y a donc une série d'exceptions qui sont énumérées par les textes qui vont concerner notamment l'hypothèse où la banque doit réaliser des opérations de trading au soutien d'opérations de services financiers qu'elle va prester au profit de ses clients dans le cadre de la loi 95, donc en tant qu'entreprise d'investissement, notamment dans le cadre de la gestion de portefeuille de clients comme entreprise d'investissement. L'interdiction du proprietary trading saute aussi lorsque l'établissement de crédit peut démontrer que cette activité procède, je cite, d'une gestion saine et prudente des liquidités de la banque. L'exception saute aussi lorsque la banque peut démontrer que l'achat et la vente d'instruments financiers se fait dans l'intention de les conserver durablement. Et il y a ensuite un certain nombre de limites dans lesquelles la banque peut exercer cette activité de trading pour compte propre, des limites qui vont être fonction d'une certaine proportion par rapport aux fonds propres et aux coefficients de fonds propres de la banque. La réglementation est assez technique et je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails ce soir, mais donc l'idée générale est que l'activité de trading pour compte propre est interdite, mais qu'elle reste permise dans un certain nombre de cas, c'est-à-dire dans un certain nombre de cas qui sont assez fréquents, soit que la banque fasse la preuve que tout cela répond à une gestion saine et prudente, soit que la banque fasse la preuve que finalement c'est un investissement durable, soit encore que la banque puisse démontrer qu'elle reste dans des limites en termes de fonds propres par rapport aux coefficients qui s'imposent à elle en vertu de la loi bancaire. C'est donc une solution médiane qui a été adoptée en ce qui concerne cette première question fondamentale qui traverse la réglementation financière, la réglementation bancaire en particulier, depuis un certain temps. Du droit bancaire, nous allons ensuite passer au droit financier au sens étroit, c'est-à-dire au droit des marchés financiers, au droit des marchés financiers et au droit des offres publiques. Et là, il y a une question de base qui détermine un certain nombre de choix à faire par le régulateur. Cette question de base, elle a été réglée d'une certaine façon, à nouveau dans les années 30, lorsqu'il s'est agi pour la première fois de construire un véritable droit financier à la suite de la crise de 29. Il y a eu aux États-Unis une controverse un peu philosophique, mais avec des retombées pratiques quand même extrêmement importantes, concernant de possibilités de concevoir une réglementation financière des marchés. Disclosure regulation versus merit regulation. Est-ce qu'on va donner à une autorité plus ou moins indépendante la possibilité de sélectionner les opérations, les produits financiers qui peuvent circuler sur les marchés, dont elles vont devoir alors apprécier les mérites et éventuellement les interdire? Ou est-ce qu'on va, au contraire, j'allais dire se contenter, mais la tâche est malgré tout immense, d'organiser un régime de divulgation, disclosure, d'une information qui permette aux investisseurs, nous restons à l'état des notions, au stade des notions élémentaires, de prendre leurs décisions d'investissement en pleine connaissance de cause. Et le président Roosevelt a tranché. Le président Roosevelt a tranché en faveur de philosophie de disclosure regulation. On ne va pas donner à une autorité publique le soin
de trancher ou de sélectionner les produits ou les opérations qui peuvent être réalisées sur le marché. Le Securities Act de 1933 est l'expression d'une philosophie que Mme Schaken Williams avait placée sous le slogan, en quelque sorte, attribué à un célèbre justice américain, Brandeis, le soleil est le meilleur des désinfectants. Et donc, il faut que l'information soit, comment dirais-je, fiable et significative, et elle permettra alors le fonctionnement d'un marché sain ou efficace. Cette question est à nouveau à l'ordre du jour. En tout cas, elle l'a été dans les années récentes, notamment dans le prolongement de la crise de 2008. Et l'idée que la philosophie de la Disclosure Regulation suffit est une idée qui ne fait plus nécessairement l'unanimité parmi les juristes. On lui oppose un certain nombre d'arguments. Le fait que tous les investisseurs ne sont pas nécessairement aptes à comprendre l'information qui leur est dispensée et qui subsiste par conséquent un gap entre l'information qui est divulguée et la capacité du marché à les absorber. On évoque aussi une disproportion entre le coût que comporte la divulgation de cette information et l'effet de transparence que l'on attend de cette divulgation. Et puis plus fondamentalement, plus théoriquement, on sait que l'hypothèse du marché efficient, qui est à la base de cette philosophie, est remise en question. Est-ce qu'il est véritablement exact en pratique que le marché peut disposer d'un ensemble d'informations à tout moment qui lui permet de valoriser à son juste prix les valeurs mobilières qui sont présentes sur le marché et les entreprises sous-jacentes? C'est extrêmement contesté et, à mon avis, extrêmement contestable. Le principe du marché efficient, c'est une hypothèse, et une hypothèse véritablement théorique. C'est un postulat qui ne se rencontre pas confirmé, qui n'est pas confirmé par la pratique, mais enfin, il est quand même encore partagé par un certain nombre de spécialistes sur le plan financier et sur le plan économique. Disons que, de manière pragmatique, on est passé d'un système fondé sur l'hypothèse du marché efficient à un marché qui doit être reliable, c'est-à-dire dans lequel on peut avoir confiance. D'une logique abstraite, on est passé à une logique pragmatique. Alors l'idée aujourd'hui, c'est toujours l'idée de disclosure regulation. Nous restons dans un système qui est fondé sur le principe qu'il n'appartient pas à une autorité de sélectionner les produits ou les opérations qui peuvent être présentées au marché, mais il y a quand même certaines exceptions, notamment dans les opérations de short selling, des opérations à découvert, où la Commission européenne, le Parlement et le Conseil ont adopté des instruments qui n'interdisent pas le short selling, n'interdisent pas la spéculation à la baisse, les ventes à découvert, mais qui les réglementent et qui les restreignent. Voilà une première ébauche, en quelque sorte, mais encore très exceptionnelle, d'un possible passage d'une disclosure regulation à une merit regulation, mais je le répète, c'est un passage tout à fait exceptionnel et sans que les prémices fondamentales du système soient remises en cause. Le temps passe, je ne vais donc pas développer les quelques considérations marginales que j'aurais voulu développer avec vous à ce sujet. Voilà pour ce qui concerne les notions fondamentales sur la base desquelles l'organisation de la supervision financière va ensuite être conçue. Et nous allons passer au système belge avant de retourner au système européen. Le système belge qui a fait l'objet, comme je le disais tout à l'heure, d'une révision complète en 2011 qui a conduit à cette séparation entre le contrôle prudentiel d'une part et le contrôle des marchés et des pratiques et des opérations d'autre part, entre la BNB d'une part et la FSMA d'autre part. D'abord, quelques mots pour comprendre où nous sommes aujourd'hui, d'où nous venons, quelles étaient les grandes tendances et comment les choses ont évolué avant d'arriver au système que nous connaissons aujourd'hui. Le système que nous connaissons aujourd'hui, en réalité, est le produit, bien sûr, de la crise de 2008, qui a conduit à repenser la question de savoir si le système de supervision était correctement organisé comme il l'était,
mais qui est aussi le produit d'une réflexion plus fondamentale sur un certain nombre d'options théoriques en matière de supervision financière. Et ce système renverse à cet égard le paradigme sur la base duquel la supervision financière avait été organisée dans notre pays depuis l'arrêté royal numéro 185 du 9 juillet 1935. La tendance de 1935 à 2002-2003 a été à une concentration de plus en plus accusée des pouvoirs en matière de supervision entre les mains de la commission bancaire d'abord, de la commission bancaire et financière ensuite, et de la commission bancaire, financière et des assurances par la suite. En 1935, on confie à la commission bancaire un double contrôle, le contrôle des banques, en particulier dans le cadre de la mise en place de la scission de la banque mixte, et d'autre part le contrôle des émissions et des offres publiques. Et puis au fil du temps, le portefeuille, si j'ose dire, de la commission bancaire s'est étoffé, et je vous cite dans le slide quelques exemples qui ne sont pas très nombreux parmi les nombreux autres qui caractérisent cette extension progressive et considérable des pouvoirs de la commission bancaire en matière de caisse d'épargne, les fonds communs de placement, les sociétés à portefeuille, les offres publiques en 1989, les OPA, l'insider dealing, les délits d'initiés, les organismes de placement collectif, les entreprises d'investissement, et puis vient l'apogée en quelque sorte de ce mouvement avec la loi du 2 août 2002 et en 2003, l'intégration du contrôle des assurances dans la sphère des compétences de la commission bancaire et financière, qui devient à cette occasion la commission bancaire, financière et des assurances. Je dirais tout quoi. Tout. Elle supervise l'intégralité du système financier belge dans le cadre d'un paradigme théorique dont nous allons tout à l'heure constater qu'il fait partie des options possibles en matière de conception du système de supervision. Nous verrons tout à l'heure qu'on oppose traditionnellement les systèmes de concentration de la supervision entre les mains d'une autorité déterminée au système de cloisonnement de la supervision dans le cadre de l'octroi de compétences spécialisées à certaines entités. Donc il y a une tendance de 1935 à 2002-2003 dont on va prendre très exactement le contre-pied en 2008, dans le prolongement de la crise financière, bien sûr, mais aussi, nous allons le voir dans un instant, en conclusion d'un certain nombre de discussions théoriques concernant les différents systèmes possibles lorsqu'on les envisage objectivement avec leurs avantages et leurs inconvénients. Ce qu'il faut aussi ajouter, s'agissant du contexte historique dans lequel intervient cette réforme de la supervision financière en 2008, c'est que parallèlement à la réflexion sur cette refondation d'un nouveau système de supervision, il y a deux sujets qui sont sur la table. Il y a d'abord le sujet pilier 2, c'est-à-dire l'organisation d'un régime qui permette de prévenir et de régler les problèmes liés à la défaillance bancaire. C'est évidemment un sujet extrêmement actuel en 2008, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, et nous avons une série d'instruments légaux et réglementaires qui, parallèlement à la réflexion et à la mise en place d'un nouveau système de supervision, sont adoptés par le législateur. Des instruments qui visent à la création d'un fonds de défaillance alimenté par les banques belges dans le cadre belge, dont on va retrouver l'équivalent ou vice-versa à l'échelle européenne, notamment dans le pilier 2 adopté en avril 2014. Et nous avons aussi, s'agissant de la défaillance, un système intéressant, entre guillemets, d'expropriation possible des actionnaires ou de la banque en défaillance ou en difficulté, qui est légitimé, légalisé par une loi du 2 juin 2010 qui octroie à l'État la possibilité d'organiser, d'autorité, le transfert du contrôle ou des actifs d'une banque en difficulté, soit à une autorité publique, soit à une entité privée apte à prendre le relais et à sauver en quelque sorte l'entreprise. C'est en quelque sorte l'opération Fortis, pour le dire de manière très nette et très concrète, qui se trouve rétrospectivement, en quelque sorte, validée dans son principe par cette loi du 2 juin 2010. Et on va retrouver dans la loi bancaire
d'avril 2014, dont je vous parlais un instant, dont nous attendons la publication, un certain nombre de dispositions qui vont en quelque sorte, sur cette base, sophistiquer encore le régime, mais donc confirmer l'idée que le risque d'entreprise dans le cas des défaillances bancaires doit être pris d'abord par l'actionnaire et que s'il le faut, l'État a en effet la possibilité d'imposer le transfert du contrôle ou le transfert de certains actifs à des entités tierces de droit privé ou de droit public. Ça, c'est le contexte général dans le cadre duquel la refondation de la supervision financière dans notre pays, mais aussi plus généralement en Europe, va se concevoir. Et on va désormais d'ailleurs parler de trois piliers. Le pilier 1 qui est celui de la supervision, le pilier 2 qui est celui de la résolution des défaillances, et le pilier 3 qui est celui de la garantie des dépôts, puisque parallèlement à la défaillance, à des systèmes de résolution des défaillances bancaires, on veut, dans le prolongement de la crise de 2008, renforcer la protection des déposants en cas de survenance du risque de liquidité du système bancaire. Tout cela, en matière bancaire, pilier 1, pilier 2, pilier 3, fait partie de ce qu'on appelle l'union bancaire, qui vient de se finaliser avec l'adoption par le Parlement européen en avril 2014 des piliers 2 et 3, après la mise en place du pilier 1, c'est-à-dire d'un mécanisme de supervision unique dont je vous parlerai plus en détail dans un petit instant. Cela fait partie de la deuxième partie, en définitive, du corps de mon exposé. Voilà pour ce qui concerne le cadre général et donc plus spécifiquement l'historique et les grandes tendances qui concernent la supervision financière en Belgique en particulier, mais plus généralement en Europe. Quelles sont alors les grandes options? Je viens de vous dire que la refondation du système de supervision tel que nous le connaissons aujourd'hui est le résultat d'un accident, la crise de 2008 bien entendu, mais aussi l'aboutissement d'une réflexion plus fondamentale sur les différents systèmes de supervision possibles. Si on essaie par conséquent d'apaiser la discussion, de ne pas raisonner l'œil rivé sur les conséquences d'une crise que personne n'avait vu venir et dont on a eu peine à sortir, si on essaie de généraliser le propos, de théoriser en quelque sorte, on s'aperçoit en effet que depuis un certain temps déjà, il y avait des discussions quant au meilleur modèle possible, sachant que personne n'a la prétention de prétendre détenir la vérité en ce domaine. Il y a d'abord un très grand empirisme aussi, bien entendu, dans l'observation de la manière dont les choses sont conçues en droit comparé, et cet empirisme conduit au besoin d'une certaine modélisation, et dans notre pays, c'est au professeur Weimersch que l'on doit les réflexions les plus approfondies sur la meilleure manière d'appréhender le sujet, à la lumière de réflexions qui se sont aussi développées en droit comparé. Et cette réflexion, elle est alimentée par un certain nombre de phénomènes qui ont été observés bien avant la crise de 2008, un phénomène de transnationalisation de l'activité financière, je n'ai pas besoin d'insister non plus, de trans-européanisation de cette activité dans cette région du monde, de décloisonnement et de déspécialisation des activités financières conduisant à un phénomène dit de banque à surfinance, tout cela avec une focalisation sur le rôle des banques centrales dans un système financier international de taux de change flottants où la politique monétaire a de plus en plus d'importance et aussi, par conséquent, le contrôle macroprudentiel. Ça, ce sont les grandes tendances qui ont conduit à cette réflexion théorique. Et cette réflexion théorique, elle conduit à opposer différents systèmes possibles. On peut d'abord réfléchir en termes d'objets. C'est à ça qu'on va arriver en Belgique, avec le système Twin Peaks. Vous avez décrit tout à l'heure les différents objets possibles de la supervision financière. On peut effectivement réfléchir à un contrôle prudentiel, à un contrôle de l'information des marchés, des pratiques contractuelles et à un contrôle de la stabilité financière. Sous l'angle de l'objet possible de la supervision financière, il y a donc 4 axes possibles avec un rassemblement possible de l'information des marchés, de l'intégrité du marché et de la loyauté dans les pratiques contractuelles. On peut aussi réfléchir d'un point de vue un peu plus institutionnel et opposer des systèmes concentrés ou intégrés, où tout ou partie
des différents objets de la supervision vont être rassemblés entre les mains d'une seule autorité, et des systèmes cloisonnés où on va au contraire spécialiser la supervision financière en attribuant chaque secteur à une autorité déterminée, et on rencontre en droit comparé des systèmes qui effectivement fonctionnent selon ce modèle. Le modèle Twin Peaks est un modèle qui est un peu à l'intermédiaire des deux modèles possibles que je viens de vous indiquer sur le plan institutionnel, puisqu'il consiste précisément à rassembler le contrôle prudentiel entre les mains d'une certaine autorité et les autres contrôles entre les mains d'une autre autorité, sachant qu'on a observé aussi en droit comparé une certaine coïncidence entre le modèle Twin Peaks et le modèle qui attribue à la Banque centrale un rôle en matière de supervision prudentielle. Et puis, il y a évidemment des variantes possibles de ces différents modèles, dans le détail desquels je ne vais pas entrer. Ça, c'est le cadre théorique général qui se présentait au législateur belge lorsqu'il s'est agi de concevoir le système actuel que je vais peut-être vous présenter après une toute petite interruption, si vous le voulez bien.